l'innovation au cœur de la planète défense sur i24 News. Au programme de votre magazine cette semaine, focus sur le Rafale. Le fleuron de l'aviation militaire française a enfin trouvé preneur à l'étranger. Après l'Égypte, c'est peut-être au tour de l'Inde de signer un contrat. L'Inde qui a franchi un nouveau pas dans ses relations avec Israël, avec la visite historique à New Delhi du ministre israélien de la Défense, Moshe Ya'alon. C'était à l'occasion du salon aéronautique. Et enfin, sur le plan intérieur en Israël, on s'intéressera à l'avancée des enquêtes menées au sein de Tsahal sur les incidents liés à l'opération Bordure Protectrice. Interview avec le procureur général de l'armée israélienne à suivre. Et je vous le disais dans ce sommaire, Jean-Yves Le Drian est cette semaine en Inde. Le ministre français de la Défense rencontre son homologue indien. Objectif, tenter de relancer les négociations sur le Rafale et de surfer sur l'exemple égyptien qui a acheté, je vous le rappelle, 24 avions. C'était il y a quelques jours. L'appareil qui a la réputation d'être l'un des meilleurs avions de chasse au monde a donc enfin trouvé preneur à l'étranger. Focus sur ce fleuron de l'aviation militaire française avec Alexandre Leduc. Le Rafale, le fleuron de l'industrie aéronautique militaire française. 10,90 m d'envergure, 15,30 m de longueur pour 5,30 m de hauteur et un poids sans armement de 10 tonnes. Cet avion omnirôle qui équipe l'armée de l'air et la marine française fait la fierté de ses pilotes qui ont été déployés sur de nombreux théâtres d'opération ces dernières années, notamment en Libye, en Centrafrique, en Afghanistan et en Irak. Le Rafale répond parfaitement aux besoins des armées modernes qui demandent de plus en plus de polyvalence à leurs aéronefs de combat en raison de coupes toujours plus importantes dans les budgets de défense et de l'adaptation nécessaire aux nouveaux types de conflits, les conflits de basse intensité et les guerres asymétriques. Et afin d'assurer à l'armée française la supériorité dans les cieux et de démontrer sa puissance aérienne, la société Dassault a produit un appareil capable de répondre aux nombreuses missions qui lui sont dévolues. La reconnaissance, l'appui feu rapproché, les frappes air-sol de précision, les missions d'interdiction, la lutte anti-navire, le ravitaillement en vol de chasseur à chasseur et le bombardement stratégique. Équipé d'un moteur Snecma M88-2, le Rafale se décline en 3 versions de monoplace, dont une à usage spécifique de la marine, et une version biplace. Côté armement, outre un canon de 30 mm, le Rafale est équipé de 14 emports, lui permettant de charger près de 9 tonnes d'armement, des missiles air-air, air-sol, des missiles de croisière, des missiles anti-navires et des bombes à guidage laser. À terme, le Rafale sera le seul avion de combat à servir dans l'armée française. Ses capacités technologiques et sa polyvalence le rendront opérationnel jusqu'en 2040 dans l'armée de l'air et la marine de l'armée française. Après s'être tourné vers la Chine et le Japon, Israël continue son offensive de charme envers l'Asie. Le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, a participé récemment à un important salon de l'armement en Inde avec à la clé d'importantes commandes pour l'industrie militaire israélienne. Cyril Amar nous en dit plus. C'est la première fois qu'un ministre de la Défense israélien est en visite en Inde. Première étape pour Moshe Ya'alon, l'inauguration du pavillon bleu et blanc au salon aéronautique et de défense de Bangalore. Les 15 entreprises israéliennes présentes dans cette province du sud de l'Inde entendent bien décrocher de nouveaux contrats. Nous avons quelques projets très prometteurs en Inde. Certains d'entre eux ont été obtenus directement avec les entreprises indiennes, d'autres à travers les grandes entreprises israéliennes. Et nous voyons que l'Inde est un beau marché en pleine croissance, non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans l'industrie. Et nous voulons en faire partie. C'est pourquoi nous sommes ici, pour susciter de l'intérêt pour notre technologie et nos solutions. Pour l'État hébreu, l'enjeu stratégique est de taille. Le sous-continent est le premier importateur mondial d'armement. Selon le quotidien Times of India, la poignée de main entre Narendra Modi et Moshe Ya'alon pourrait bien engendrer un contrat juteux d'1,5 milliard de dollars. Un carnet de commandes qui comprendrait l'achat par New Delhi de 2 nouveaux avions de reconnaissance de type Falcon, mais également d'aéronefs israéliens. De quoi renforcer davantage une relation sécuritaire déjà au beau fixe. Depuis le réchauffement des relations en 92, New Delhi est le plus gros acheteur d'équipements militaires israéliens, alors que Jérusalem est devenu le 2e plus grand fournisseur d'armes en Inde, après la Russie, avec des ventes annuelles d'environ 1,5 milliard de dollars, soit 15% des exportations militaires israéliennes.
Préoccupée par la menace terroriste et par un Pakistan voisin nucléaire, l'Inde est séduite par les équipements de pointe israéliens, capable de moderniser une armée mal équipée. De son côté, Israël souhaite stimuler son commerce en Asie pour diversifier ses marchés d'exportation, en réponse à d'éventuelles sanctions commerciales en Europe. Depuis son élection en avril dernier, le Premier ministre Modi ne cache plus sa politique pro-israélienne, une proximité qu'Israël voudrait voir transformée en alliance stratégique. Alors justement, on va en parler avec Dani Carmon, ambassadeur israélien en Inde. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous de participer à cette interview. Alors, première question, ministre israélien de la Défense a effectué une visite historique en Inde, on l'a vu. Il faut dire que jusque-là, aucun haut responsable israélien n'avait été invité par les autorités indiennes, malgré les bonnes relations qu'entretiennent les deux pays. Qu'est-ce qui a changé ? C'est un véritable changement, mais j'aimerais mettre l'accent non pas seulement sur le changement, mais sur la continuité dans nos relations. L'Inde et Israël entretiennent des relations depuis 23 ans. Et je peux vous dire sans le moindre doute qu'elles ont fleuri pendant toutes ces années. Elles se sont de plus en plus renforcées et depuis l'année dernière, elles sont devenues plus visibles que par le passé. Alors justement, on a pu entendre dans le passé des rapports sur des méga transactions entre l'Inde et Israël, notamment sur la vente d'avions d'alerte précoce. En termes de volume, qu'est-ce que ça représente, ces contrats militaires entre l'Inde et Israël ? Eh bien, comme vous le savez, Israël n'a pas l'habitude d'exposer en détail le montant de ses contrats de défense ni de ses activités militaires. Et je préférerais que l'on s'en tienne à cela. Peut-être qu'en revanche, vous pouvez nous parler de ce système de défense aérienne et antimissile Barak 8 qui a été développé conjointement par Israël et l'Inde. Quand est-ce que l'armée indienne va le déployer ? Je ne peux pas vous donner de délai exact, mais je peux vous dire que les choses avancent dans ce projet. Les médias indiens ont dressé de nombreux rapports sur ce qui est en train de se préparer. Mais je préférais ne pas trop entrer dans les détails. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup avancé sur ce projet au cours de l'année dernière, sur ce dossier-là spécifiquement, mais aussi sur les autres. Alors vous venez de le dire, les relations entre l'Inde et Israël se sont renforcées. Quelle est la prochaine étape selon vous ? Il faut prendre en considération le fait que l'Inde a initié une nouvelle stratégie dans le domaine de l'investissement militaire et plus particulièrement dans le domaine du Made in India. Le ministre de la Défense est venu ici, il a rencontré le Premier ministre, son homologue ainsi que le secrétaire d'État en charge de la sécurité intérieure et des frontières qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Notre ministre de la Défense a écouté les responsables indiens présenter leur concept de Made in India. Et il a fait passer un message clair. Israël est prêt à continuer à développer ses liens avec l'Inde dans le domaine de la défense et de la sécurité intérieure. Il faut garder en tête que l'Inde et Israël font face aux mêmes défis. Alors justement, vous évoquez ces frontières de l'Inde. Comment est-ce que ces liens que vous entretenez sont perçus par les voisins de l'Inde ? On pense bien sûr au Pakistan. Je pense que le ministre de la Défense a insisté sur le fait que ce partenariat se réalise entre deux amis, deux partenaires, l'Inde et Israël. Il n'est tourné contre personne, contre aucun État en particulier. C'est un partenariat voué à l'amitié entre les deux pays. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette interview. Et retour à présent sur ces enquêtes toujours en cours au sein de l'armée israélienne afin de déterminer la nature des incidents liés à l'opération Bordure Protectrice. Interview à suivre dans un instant avec le procureur général de l'armée israélienne, mais tout de suite le rappel des faits en images. Une enquête pleine et rigoureuse.
Tels sont les mots employés par le procureur général de l'armée israélienne pour qualifier les investigations menées par Tsahal sur la conduite des opérations durant le conflit à Gaza à l'été 2014. Dans le cadre de l'offensive menée à l'ONU par les dirigeants palestiniens et d'une future adhésion le 1er avril de ces derniers à la CPI, les enquêtes menées par l'armée israélienne sur ses propres soldats s'avèrent primordiales. En restant impartiales, les investigations du procureur général de l'armée israélienne permettront aux soldats et officiers de Tsahal d'éviter un jugement devant la Cour pénale internationale tel que le prévoient ses statuts fondateurs. Pour l'heure, une dizaine d'enquêtes criminelles ont été ouvertes par le procureur général sur plus d'une centaine de plaintes déposées par des Palestiniens de Gaza et par des organisations non gouvernementales. Des plaintes concernant notamment la mort de 4 enfants sur une plage de Gaza le 16 juillet, la mort d'une femme palestinienne le 18 et le bombardement d'une école de l'ONU le 24. Mais l'enquête la plus lourde et compliquée d'un point de vue légal concerne le vendredi 1er août. Ce vendredi, la nouvelle de l'enlèvement d'un soldat israélien de la brigade Givati à Dar Goldin, dans le sud de l'enclave palestinienne, avait déclenché le protocole Hannibal, un protocole de bombardement massif visant à secourir au plus vite le soldat enlevé et qui avait coûté la vie à plus de 100 Palestiniens. Voilà donc pour le rappel des faits, je vous propose maintenant de regarder cette interview du procureur général de l'armée israélienne, une interview réalisée par Alon Ben David. Vous conduisez des dizaines d'enquêtes criminelles sur la dernière opération à Gaza. Avez-vous trouvé des preuves de crimes de guerre ? Les forces de défense israéliennes sont les forces armées d'un État démocratique. Une organisation basée sur les règles de droit. Pour nous, ce n'est pas un slogan. En tant que procureur général militaire, je suis en charge de l'application de ces valeurs au sein de nos forces. La bataille du 1er août à Rafah, le vendredi noir, est-ce que vous pensez que l'utilisation de la force par Tsahal était conforme aux lois internationales ? Écoutez, il faut comprendre que lorsque l'on fait face à ce genre de situation, c'est très compliqué. Le champ de bataille moderne comporte de nombreux défis et le défi le plus important est de respecter les règles de droit des conflits armés. Nous combattons dans le cadre de guerres asymétriques, ce qui veut dire que nous sommes une organisation qui respecte le droit, nous y sommes engagés et l'autre partie est une organisation terroriste qui n'est pas concernée par les règles d'engagement et au contraire, il en profite, il les manipule, il les détourne en sa faveur, il détourne en sa faveur les lois de la guerre et d'engagement et nous, comme je le mentionnais précédemment, nous sommes en pleine investigation, une investigation sérieuse, intensive, qui se poursuit, un processus qui nous conduit à examiner différents incidents. Prenons l'exemple de Sadjieh, qui a reçu plus de 100 tonnes de bombes durant l'opération. Comment mesurez-vous la proportionnalité de la réponse dans un tel environnement urbain et surpeuplé ? C'est un des défis auxquels je faisais allusion. Il est très difficile d'appliquer les règles de droit. Et encore plus lorsque votre adversaire, une organisation terroriste, utilise la population civile comme bouclier humain. Et parfois, la situation vire à l'absurde. Le commandant de la division de Gaza a rencontré les habitants de Nahal Oz et leur a expliqué « Je sais exactement où se trouvent les Palestiniens qui tirent sur votre localité, mais je ne peux pas les frapper là-bas car il y a de nombreux civils. Ça n'a pas de sens. » Si, cela fait sens. La réponse est dans votre question d'ailleurs. Le commandant de la division de Gaza explique qu'il ne peut pas le faire en raison de la présence de nombreux civils, parce qu'il ne veut pas tuer ou blesser des civils, des innocents. Il essaie de faire de son mieux afin de diminuer au maximum le nombre de pertes civiles qui ne sont pas impliquées dans les combats contre nous. Peut-être que les outils juridiques que vous fournissez au commandement ne sont pas suffisants dans de tels environnements. Je ne pense pas. Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. C'est un vrai défi, un grand défi pour les commandants sur le terrain de faire respecter les règles d'engagement, les règles de droit des conflits armés dans ces situations délicates et auxquelles nous devons faire face. C'est une mission très dure.
Mais nos officiers font de leur mieux pour relever ces défis. Général Efroni, je tiens à vous remercier d'être venu dans nos studios. Merci à vous. Voilà donc pour cette interview de Danny Efroni réalisée par Alon Ben David de la chaîne anglaise i24 News. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec toute l'actualité stratégique et militaire, c'est dès la semaine prochaine sur i24 News. En attendant, n'hésitez pas à regarder le replay sur notre site www.i24news.tv où vous retrouvez également tous les grands titres de l'actualité. Restez avec nous dans un instant, vous retrouvez la suite de vos programmes. C'est sur i24 News.